Bonjour à tous. Le Point est très heureux d'être associé à cette manifestation parce que d'abord la RSE est quelque chose qui nous concerne et puis ensuite vous savez qu'on est le magazine, l'hebdomadaire national le plus ancré dans les territoires, comme on dit aujourd'hui, puisqu'on fait énormément de décrochage d'éditions locales. Et donc voilà, donc on est très heureux et spécialement d'être ici à Giverny, dans le territoire, puisque c'est le cas de Sébastien Lecornu, que nous connaissons aussi très bien au Point. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, puisque ce qui compte, ce sont nos intervenants. Thierry, vous les avez présentés. Donc tout de suite, peut-être, je vais vous passer la parole, Patricia Savin, pour que déjà vous nous essayiez de nous camper un peu le sujet. Merci, bonjour à tous. Alors, déjà, en premier lieu, je tiens à souligner que nos 4 propositions sont le fruit d'un travail nourri avec 15 experts passionnés, passionnants, et nous avons eu beaucoup de plaisir avec Olivier à animer, à co-animer ces différentes réunions. Territoire innovant, bien, l'actualité Covid nous a malheureusement servi, puisque nous avons tous, dans notre quotidien, eu à constater que les territoires sont des clés essentielles. Ce sont des lieux d'adaptabilité, d'innovation et de bienveillance. Donc, au gré de nos différents échanges, ce sont des mots qui sont revenus très souvent et assez régulièrement. C'est comment faire en sorte que les mesures que nous allions proposer répondent et soient en synergie, en résonance avec ce que nous vivions au quotidien, cette adaptabilité. On a tous dû très rapidement se mettre au webinar malgré nous. Beaucoup de propositions, beaucoup trop. Et du coup, il a fallu choisir. Choisir, c'est renoncer. Et nous avons appliqué une clé d'analyse à travers l'acronyme SMART. Alors bien sûr, nos propositions sont intelligentes, mais au-delà d'être intelligentes, elles sont SMART. Alors, je précise, SMART pour spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Et j'ajouterais que nous avions eu à cœur de faire en sorte que nos propositions soient reproductibles sur l'ensemble du territoire. Une fois que nous avions cette analyse SMART, 3 prérequis. Un prérequis qui consistait à dire nous allons nous baser sur l'existant, le valoriser et pas réinventer ce qui existe déjà, premièrement. Deuxièmement, rechercher des actions en transversalité, en pluridisciplinarité, en coopération pour casser les silos que tout le monde connaît, que ce soit entreprises, associations ou collectivités locales. Et enfin, 3e prérequis, penser à tous les acteurs du territoire, pas seulement les grands groupes, les PME, mais également les associations, le monde éducatif, la population. Donc vraiment penser dans une approche qu'on a connue dans le cadre du Covid, où tout le monde s'est senti concerné et tout le monde a contribué à ce besoin d'innovation vitale. Quelques mots-clés, je me suis amusée à regarder nos notes. Des mots-clés sont revenus de façon très souvent récurrente. Agilité, décloisonnement, pérennité, partage, pragmatisme, synergie et solidarité. Des territoires solidaires, des territoires attractifs. Et l'innovation devait aller dans ce sens. Donc, 4 propositions qui sont des propositions, on le pense, porteuses de sens et surtout des propositions pleine de bon sens, en réalité. Ah ben ça, tant mieux, on en a besoin actuellement. Donc, Monsieur Boguillot, alors, quand on a préparé cette table ronde, là, vous aviez pris un exemple très parlant à propos de Sanofi, qui était, puisqu'on en consomme tous, c'est le Doliprane. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit zoom là-dessus ? J'ai effectivement une multitude d'exemples et je partage avec Patricia l'énergie qu'il y a eu dans ce groupe, Territoire Innovant, où il n'est pas totalement naturel pour une entreprise comme Sanofi d'échanger avec des acteurs comme ça, et ça a été d'une extraordinaire richesse. Moi, j'ai beaucoup appris au sein de ce groupe avec des univers que je ne partageais pas totalement. Donc, un grand merci à Laurence, à Jérôme et à Patricia pour les échanges. Sanofi, c'est une entreprise française, européenne, mondiale, mais avec un ancrage territorial qui est majeur. On finit presque par l'oublier en France. Il y a 18 usines dans tous les territoires français. Il y a 4 centres de distribution, il y a des centres de R&D. Et donc, quand on a cet ancrage local, évidemment, la responsabilité sociale de l'entreprise au plus près des territoires, on la vit. C'est même une responsabilité. Et vous évoquez le cas du paracétamol.
On travaille actuellement avec le gouvernement sur la relocalisation du précurseur chimique du paracétamol, puisque ce précurseur vient de Chine, des États-Unis ou d'Inde. Nous n'en avions pas en France, ni en Europe. Donc on travaille dans le cadre de la relocalisation voulue par le président de la République, qu'on a observé pendant cette crise du Covid, mais même avant, qui était nécessaire qu'on ait une forme d'indépendance sanitaire sur ce type de molécules. Pourquoi j'en parle? Parce qu'au moment où on travaille avec le gouvernement sur cette relocalisation, évidemment, vos confrères journalistes me demandent « mais ça va arriver quand, quoi? Quand est-ce que vous allez l'ouvrir, cette usine, avec vos partenaires de la chimie ?» Et ça va prendre un peu de temps. Et pourquoi ça va prendre un peu de temps? Parce qu'il est nécessaire qu'on fasse une vraie analyse d'impact sur l'environnement, analyse économique, analyse sociétale, dans quel territoire on va s'installer, et analyse environnementale très forte. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Et donc on anticipe, nous, actuellement, avec notre partenaire, toutes ces questions-là, pour qu'on puisse arriver à terme à avoir une usine qui soit la plus propre, la plus écologique et la plus productive possible. Ça, c'est un premier exemple. Mais on le fait aussi avec nos usines les plus anciennes. Ce n'est pas que pour les usines les plus modernes. On a une usine qui est à Aramon, que je vais citer aussi en exemple, qui est sortie de terre en 1963. Donc elle est quand même relativement ancienne. Et dans les 2 dernières années, on a fait des dizaines de millions d'euros d'investissement pour purifier l'air, pour recycler nos solvants. On a installé une usine photovoltaïque de 5 MW pour être autonome en énergie. Et c'est une usine qui est assez grande. Tous les véhicules sont électriques sur place. Et puis on a fait quelque chose qui correspond à l'état d'esprit de territoire innovant. Tous les déchets organiques qui sont issus de cette usine de chimie, on les travaille avec les agriculteurs du coin qui les utilisent en fait en fertilisant. On a méthanisé en fait nos déchets avec eux et on leur distribue pour qu'ils puissent à proximité les utiliser. Donc vous voyez, pour un grand groupe international comme nous, notre ancrage territorial et les actions qu'on fait, on le fait au plus près du territoire avec cette perspective de RSE totalement intégrée. Il faut rappeler d'ailleurs, vous me l'évoquez parce que Sanofi a été créé par un homme que j'ai eu la chance de bien connaître, qui est René Sautier, qui était un autodidacte complet, qui avait fait l'ENA par la 3e voie, qui avait été résistant. C'était un homme, un personnage singulier. Donc maintenant que c'est devenu une multinationale, il faut le rappeler, ça fait partie de l'ancrage territorial. On va peut-être passer maintenant au vif du sujet, qui sont les 4 propositions que votre groupe fait avant peut-être d'engager la conversation. Alors, je vais peut-être commencer par la première. On en a 4, donc on s'est distribué la parole avec 2 et 2. Comme l'a dit Patricia, l'idée, c'est d'être le plus pragmatique possible et de ne pas réinventer la roue. Donc, pour être un territoire innovant, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait quand même que les acteurs se rencontrent. Ça peut paraître comme ça, pas rocket science, mais au fond, moi, j'ai posé la question à mes directeurs de site, et certains me disent « je ne rencontre les élus que le jour des inaugurations ». C'est un peu dommage. Donc on s'est dit il fallait quand même que les acteurs se rencontrent sur le territoire. Et pour être le plus concret possible, et pas réinventer des forums qui seraient des forums qui naissent ici et qui disparaissent, on a souhaité s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà, comme l'a dit Patricia, et notamment les schémas régionaux de développement économique et d'innovation, qui sont nés avec la loi NOTRe en 2015, et qui, jeu de la démocratie, vont devoir être rénovés à l'issue des élections régionales à venir. Et on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de profiter de la remise à jour de ces schémas pour qu'il y ait un forum dans les bassins d'emploi, piloté par les délégués territoriaux des régions, qui aurait 2 vertus cardinales. 1, que les acteurs se rencontrent, et 2, qu'à l'occasion de ces échanges, on puisse évoquer l'économie circulaire et des filières courtes. On a, je reprends mon exemple d'Aramon, des choses à faire entre acteurs territoriaux d'immédiate proximité. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est qu'il faut laisser au territoire la possibilité d'expérimentation. Il faut qu'on sache expérimenter au plus près des territoires. Ça veut dire une forme de délocalisation ou décentralisation de la décision. Je profite d'avoir un ministre de la République et des parlementaires pour rappeler que l'État français est quand même très jacobin et que vos directions d'administration centrale, monsieur le ministre, ils aiment bien décider au plus près du territoire national, pas trop local.
Alors, c'est Sébastien Lecornu, c'est peut-être pas la personne Ouais, la plus c'est vrai, il est indiquée dans les à qui Outre-mer, dire ça, donc, parce qu'il s'est quand même énormément battu justement contre ce jacobinisme. Non, c'est vrai. Il se bat toujours d'ailleurs. Mais du coup, je ne vais pas prendre un exemple issu de son ministère, mais un autre qu'on a vécu chez Sanofi, pas sur le E de la RSE, mais sur le S. On s'implique chez Sanofi avec des quartiers en difficulté. Et on a voulu travailler, et on travaille d'ailleurs, avec un lycée, par exemple, à Montpellier, pour accompagner une génération d'élèves de la seconde à la terminale en leur faisant profiter de notre centre de recherche de Montpellier pour faire venir des ingénieurs et des chercheurs qui viendraient, dans le cadre du cursus pédagogique, leur donner des cours et leur donner envie de venir travailler dans notre secteur. La discussion autour de la possibilité de faire cette expérimentation, elle a nécessité quand même d'avoir une discussion au niveau du ministère de l'Éducation nationale, rue de Grenelle, alors qu'on est purement dans une discussion territoriale. Donc laissons faire les expérimentations au plus près des territoires. D'accord. Donc voici, donc ça c'est les 4 propositions. Les 2, voilà. Il y en a Mais 2 autres. On avait dit qu'on faisait les 2. Ah oui, c'est vous. On fait les 4. Les 4 à la suite. J'anime. Ouais. Il n'y a pas que Sanofi en fait, il y a d'autres. Il y en a 2 autres. La troisième, c'est dans la continuité des 2 premières, dire qu'il faut absolument avoir un suivi, un outil de suivi et un outil qui permette à tous les acteurs du territoire, entreprises, collectivités locales, associations, de se positionner par rapport à leur ancrage, où elles en sont et comment elles vont mutualiser et faire en sorte d'être plus pertinentes. Cet outil de suivi, on l'a imaginé comme étant une plateforme avec des grilles d'analyse, des questions très simples à renseigner. On l'a fait chez Auré pour les indicateurs environnementaux, à travers une plateforme qui s'appelle Ellipse. Et là, c'est un petit peu la déclinaison d'Ellipse, mais avec tous les critères ESG. Donc, c'est faisable. Il faut un groupe qui soit piloté, c'est notre proposition, par la région, parce qu'on pense que c'est le bon échelon. Et ce référentiel commun, piloté par la région, serait coordonné par l'Agence nationale de la cohésion des territoires en relation avec l'ADEME. Donc, vous voyez, notre approche, c'est de dire l'échelon régional pour bâtir ce référentiel qui peut être différent et qui sera différent d'une région à l'autre, par définition, sinon on n'est pas ancré dans les territoires, mais avec tout de même une coordination nationale pour que le projet aboutisse, tout simplement. Et là encore, on s'est calé sur les régionales, on laisse les régionales se dérouler tranquillement, mais on met une date butoir, et la date butoir, c'est de mémoire janvier 2022. Donc c'est réaliste, c'est pragmatique, c'est opérationnel, et piloté par les régions avec toutes les aides que vous souhaiterez, on peut y arriver. On l'a fait chez Auré, donc les régions peuvent largement arriver à ce référentiel. La 4e proposition consiste à accélérer le déploiement de l'économie circulaire dans les territoires. Alors, ça tombe très bien, puisque le plan de relance d'hier a annoncé 500 millions pour l'économie circulaire via le Fonds économie circulaire de l'ADEME. Donc, non seulement notre proposition va dans le sens de la loi économie circulaire, mais de surcroît, il y a le financement pour mettre en œuvre toutes nos propositions. Alors, c'est la 4e proposition, mais avec des sous-déclinaisons que j'énonce très rapidement. L'éducation nationale. Il nous a semblé essentiel de demander à l'éducation nationale, au ministère, d'identifier les métiers d'avenir pour structurer des filières professionnelles. Et donc, on est dans le schéma de la relance, et pas que la relance verte, mais la relance tout court, ancrée sur les métiers d'économie circulaire. Du coup, faire de l'économie circulaire un levier d'insertion sociale, parce que là encore, on considère qu'il ne faut pas raisonner environnement, économie, écologie, monde éducatif et le social de façon cloisonnée, mais tout doit être pensé en passerelle et en synergie. Lever les freins réglementaires, avec un sujet très important en Île-de-France, qui est la sortie du statut de déchets des terres inertes excavées. C'est juste une hérésie juridique. Je sais qu'on en parle depuis très longtemps, mais il serait enfin temps que cela arrive, parce que sinon on va sur la consommation de terres saines totalement inutile, alors que les terres excavées inertes peuvent être utilisées. 4e sous-proposition, revaloriser les produits invendus, revaloriser le réemploi des matériaux de construction en levant les freins liés à l'assurabilité des matériaux du réemploi dans le bâtiment. Et là encore, j'ai les chiffres. Dans le plan de relance, il y a 40 millions
pour le réemploi, 5 millions pour développer la REP avec une aide à la traçabilité dans le bâtiment et 21 millions de soutien à la réparation et aux ressourceries. Donc notre proposition, elle est financée. Il faut juste la mettre en œuvre. Enfin, réduire la fiscalité et autoriser, alors ça c'est un petit peu plus disruptif, mais on a dit on y va, allez, n'ayons pas peur, nous sommes à Giverny, autoriser l'établissement d'une préférence locale dans les critères des appels d'offres. Ce n'est pas légal, mais comme on est là pour pousser et sortir du cadre, eh bien, il faut que voilà, les collectivités locales poussent plus les préférences locales. Voilà nos 4 propositions. Il faut inciter les collectivités locales. Voilà. Et comment pourraient-elles le faire ? Dans les critères des appels d'offres, via des coefficients qui sont plus importants sur le local. Alors ça soulève des questions de concurrence, mais si on veut être sur du territoire innovant, si on veut faire du local, si on veut des circuits courts, il faut que la commande publique et les appels d'offres inscrivent ce levier-là comme un levier important et essentiel. On va passer peut-être aux illustrations de ces propositions. On se posait une question en préparant cette table ronde sur la façon dont la crise du Covid avait changé, évidemment. Donc Bruno Le Maire, en présentant le plan de relance hier, disait que de manière positive, ce serait beaucoup plus créatif. Donc on sortirait de manière créative de toute cette crise. Donc ce serait en fait un dynamisme pour l'économie française et aussi pour la société française. Et donc là, je vais me tourner vers Laurence Drac, parce que c'est vrai que comme vous êtes délégué de la Fondation contre l'exclusion, ce qui est intéressant, c'est de savoir, vous avez poussé un cri d'alarme très, très fort, puisque cette crise du Covid a entraîné beaucoup de paralysie de ce qu'on appelle la chaîne de l'exclusion. Et donc, on est dans des situations absolument dramatiques de ce côté-ci, évidemment. C'est bien de l'évoquer aussi dans cette table ronde. Oui, merci beaucoup. D'abord, pour commencer, évidemment, il faut que je relise, moi, ces 4 propositions que nous avons faites, et on s'est régalé pendant ce long temps de travail, avec évidemment mon prisme solidarité. Donc, les 4 propositions qui sont faites correspondent et collent au monde de la solidarité. Mais avant de vous dire, peut-être tout à l'heure, dans notre prise de parole libre, ce que nous avons vraiment fait, nous, pendant le Covid, et aussi le cri d'alarme que je veux pousser, vous dire pour chacune des 4 propositions ce qui relève au fond du monde de la solidarité et comment nous devons aujourd'hui transformer dans nos territoires nos actions solidaires pour que, à la fois, cet afflux massif de pauvreté, d'exclusion, de discrimination qui continue de grandir, de croître, soit traité et bien traité et durablement traité, j'allais dire concrètement traité. La première chose, c'est qu'en effet, il faut que les parties prenantes se rencontrent, ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est à la fois urgent, impératif, impérieux, nécessaire, et on ne pourra plus faire autrement. Il se trouve que la fondation dont j'ai la responsabilité aujourd'hui a émergé d'un désir politique de concrétiser l'action de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sur le plan national, mais au quotidien, c'est bien avec les entreprises, avec vous tous, que nous travaillons là où sont les entreprises, avec leur collectif de salariés, dans leur territoire, avec leur écosystème. Et au fond, les problématiques de paupérisation, les problématiques de chômage, les problématiques de destruction aussi, de délitement du lien social, doivent être traitées dans les territoires avec une connaissance extrêmement fine des problématiques locales, par des actions concrètes, et in fine, au plus près de nos bénéficiaires. On parle encore trop de concepts qui sont formidables. Je reparlerai dans quelques instants d'innovation, mais on innove comment pour aller se serrer la main, se rencontrer, se dire bonjour, et au fond, tirer la manche de quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité, qui a besoin d'aide. On n'innovera pas mieux que d'aller on ne fera rien de plus innovant que d'aller le voir. Bon, cependant, il faut s'organiser, et je crois que l'une des leçons qu'on peut tirer du Covid, et j'en reparlerai tout à l'heure, c'est que les citoyens, les salariés sont prêts à s'engager. Les citoyens sont prêts, il faut les entendre, il faut les inclure dans la gouvernance de nos projets, et il faut aussi inclure nos bénéficiaires dans la gouvernance de nos projets. Là, il y a quelque chose à tirer, c'est territorial, c'est local, c'est simple,
mais il faut un peu faire un pas de côté. La deuxième proposition, donc, évoquée par Olivier tout à l'heure, c'est l'importance de l'expérimentation dans notre secteur. Et pour moi, j'en appelle à la création de tiers-lieux de l'action solidaire. Alors nous, encore une fois, c'est fondation, mais je n'ai pas envie de parler que pour nous, parce que le monde associatif est beaucoup plus large que la Fondation FACE. C'est essayer de pousser des lieux où on peut innover, inventer des projets. Et inventer des projets, c'est prendre un risque énorme. Ce pourquoi le monde associatif est fait. Nous sommes là pour prendre des risques. Parce que oui, on ne casse pas des stéréotypes vieux, aussi vieux que le monde, comme ça. On ne fait pas tomber les murs simplement. On n'emmène pas des jeunes filles qui se croient exclues du numérique vers des filières numériques comme ça, en un coup de cuillère à peau. Il faut innover. Il faut des projets innovants et il faut pour ça réunir des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. On parlait tout à l'heure de l'éducation nationale. Il faut qu'on aille chercher des profs pour qu'ils nous aident, parce qu'ils connaissent leurs élèves. Il faut qu'on aille chercher les élus locaux, parce que ce sont eux qui savent à quel endroit on peut aller, qui est vulnérable dans ma commune, qui est fragile. Et on l'a vu avec une extraordinaire action qu'on a menée pendant le Covid, qui s'appelle les cantonniers citoyens, où au fond on s'est rendu compte que le maire du village, il sait, lui, qui dans son village a besoin d'aide. Et nous autres n'avions plus qu'à, mettre en place ce qu'il fallait pour accompagner la personne vulnérable. Il faut, alors le mot de disruption est très souvent utilisé, mais il faut parfois, pour casser la baraque, il faut prendre des sacrés risques. Et pour ça, il faut qu'on soit très nombreux autour de la table, donc se rencontrer et pouvoir innover. L'innovation dans les territoires, c'est tout le temps rapproché à l'aménagement du territoire, et bien sûr, c'est important, au progrès technologique, à l'urbanisation, etc. Mais c'est aussi, pour nous, et il faut s'en rendre compte, la question des invisibles, la question de la pauvreté, elle n'a pas bougé. Les grandes actions, qu'elles soient menées, voilà, notamment les grandes politiques publiques, elles ont leurs limites. Je ne suis pas là en train d'interroger leur qualité, bien au contraire, il s'est passé des choses formidables. Mais les invisibles sont toujours les mêmes. Les foyers monoparentaux sont toujours aussi fragiles, les femmes sont toujours aussi vulnérables, ou peut-être plus vulnérables, et nous devons venir en aide le plus rapidement possible à des gens qui vont, là, aujourd'hui, avec cette crise, se casser la figure encore plus vite qu'avant. Donc le problème n'a pas changé, nous n'avons pas complètement évolué, et il faut passer à un mode encore plus rapide. Et ça ne se fera, à mon avis, que par la rencontre des acteurs, qu'on accepte de travailler tous ensemble, que autour de ces tiers-lieux d'action solidaire, parce que tiers-lieu c'est chouette, c'est chez personne, donc tout le monde peut y aller, où on puisse, chacun selon sa place, ses dispositions, ses souhaits, ses désirs, ses possibilités, ses besoins et les moyens qu'il peut apporter, se rencontrer et voir ses besoins traduits. Parce que finalement, la grande difficulté, elle est langagière. Nous ne nous comprenons pas. Les institutions publiques ont un langage différent des entreprises, qui ont un langage différent des collectivités. Et nous autres, dans l'ESS, avons des acronymes que personne ne peut comprendre à part nous. Lorsque on se rencontre autour, par exemple, sur l'alternance, l'orientation des jeunes, la précarité des usagers pour les uns et des clients pour les autres. La puissance publique n'a pas forcément les dispositifs adaptés à tout endroit, à tout moment, et les entreprises, elles, ont des difficultés pour staffer, pour être attractives, pour renforcer la mixité dans leurs équipes. Et puis, il faut penser aussi à l'impact de la violence conjugale dans les entreprises, qui émerge aussi de toutes ces problématiques. Donc, des tiers-lieux, on peut les animer, et il faut les animer avec simplicité. Et juste un dernier petit point de mon point de vue, la chose la plus importante, c'est la mesure d'impact et les grilles d'analyse. Un langage commun, oui, et il faut un référentiel commun. Et ce référentiel commun, c'est notre capacité, nous, le monde associatif, à nous mesurer, à mesurer nos impacts et à vérifier que nous sommes bien alignés avec les promesses que nous avons engagées. Et il faut qu'on se le dise, notre monde associatif fonctionne sur des rouages un peu passéistes, parfois complètement obsolètes. Nous devons nous réformer, ça c'est à nous de le faire. Prendre peut-être exemple sur le monde de l'entreprise, qui est parfois beaucoup plus vertueux dans ses pratiques que le monde associatif, et sortir un peu du tout concurrentiel. Une fois qu'on a dit ça, on va parler de solidarité circulaire, peut-être tout à l'heure. Oui, voilà, merci.
Jérôme Taconnet, pouvez-vous nous dire aussi comment vous vous situez par rapport à ces propositions auxquelles vous avez contribué? Et moi, je vais vous parler des propositions sous le prisme qui est le mien, celui d'un aménageur de territoire, donc l'urbanisation, l'aménagement et les constructions. Ce métier d'aménageur, c'est un métier qui est très encadré, comme beaucoup d'autres, avec beaucoup de réglementations. Ça fait écho quand vous parliez d'études d'impact, enquête environnementale, enquête publique auprès des riverains. Donc tout ça, on connaît bien, c'est très encadré. Et pour autant, je suis parfaitement d'accord avec l'identification de ce manque des rencontres des parties prenantes. Je prends un exemple tout simple. Bien que les métiers soient très encadrés, à ce jour, quand on lance des cahiers des charges en tant que maître d'ouvrage pour aménager une nouvelle zone, on missionne différents bureaux d'études, des maîtres d'œuvre qui à leur tour écrivent des cahiers des charges qui vont mettre en concurrence d'entreprises pour venir réaliser les travaux. Mais est-ce que l'on se pose réellement la question de savoir si jamais le contenu de ce cahier des charges fait référence à une exigence de matériaux, de carrière par exemple, pour du granulat ou autre, du territoire? Pas spécialement. A-t-on même la connaissance de le type de ressources produites sur son territoire et même des besoins associés? Des exemples comme ça, il y en a énormément. Donc je pris les carrières. A-t-on connaissance d'un endroit de rencontre où on peut avoir une perspective sur les bâtiments qui vont être démolis et qui vont générer des matériaux éventuellement réutilisables plus tard? À ce jour, pas spécialement. Quand on prend encore d'autres exemples, quand on sait qu'on va aménager numériquement le territoire, on tire des tranchées, des fibres optiques, eh bien, si jamais à un moment donné on n'en parle pas en amont, on ne peut pas permettre à un ensemble de filières, y compris les ressources humaines, de pouvoir former le personnel pour venir tirer ces câbles, etc. Donc on voit qu'on a un ensemble de parties prenantes en synergie qui, malgré toute la réglementation qui encadre nos métiers, si jamais on ne crée pas ces moments multi-parties prenantes, on passe à côté de quelque chose. Voilà pourquoi je souscris complètement à cette première proposition. D'autant que, vous le verrez, dans cette proposition, on est allé un petit peu plus loin et on parle également d'une plateforme. Parce que le but, ce n'est pas simplement de se rencontrer, c'est également de laisser une trace de ce qui a été dit, une plateforme avec des données libres. Le but étant de pouvoir même les comparer entre territoires et de pouvoir tirer des expériences et peut-être s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. En ce qui concerne la deuxième proposition, encourager le dialogue à l'expérimentation locale, oui, c'est évident. Et on a trop tendance, en tout cas je parle pour ce qui concerne aménageurs, nos sociétés, à attendre peut-être les appels à manifestation d'intérêt qui viendraient d'un ministère pour finalement se mettre en ordre de marche. On reste très ancré dans notre routine et on se mobilise éventuellement quand on nous tend la perche. Et c'est très dur de changer. Donc peut-être sortir de ça pour se donner le droit à l'expérimentation, le droit à l'erreur. Peut-être aussi, c'est aussi ça le tabou. D'ailleurs, le mot droit à l'expérimentation, il faut aussi accepter l'erreur. Et ce n'est pas forcément simple quand on est une collectivité locale, quand on est une entreprise publique, un établissement public, une association ou une entreprise. Je prends un exemple tout simple. Quand on sait qu'on va urbaniser, on pense tout de suite à imperméabilisation des sols. C'est très relatif parce que si jamais on a la connaissance au même moment de matériaux qui ont été déconstruits avec des personnes qui l'ont su suffisamment à l'avance et qui ont travaillé avec nous pour éventuellement permettre la fabrication de matériaux poreux, et bien d'un seul coup on se retrouve dans une synergie intéressante qui permet d'avoir des espaces qui vont, en tout cas à titre expérimental, donner la possibilité d'urbaniser tout en ayant une gestion raisonnée des eaux pluviales. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres encore. Mais il n'est permis que si jamais on encourage ce dialogue et cette expérimentation. À ce jour, tout le monde a peur. Et donc c'est pour ça que ce genre de choses n'est pas très démocratisé, parce que la puissance publique, en tout cas l'aménageur, ne veut pas prendre le risque, éventuellement, que ce qui est mis en œuvre ne fonctionne pas, au risque de se faire taper sur les doigts, ou même de l'opinion publique. Les entrepreneurs qui répondent aux appels d'offres ont peur de proposer peut-être cette variante-là, qui est plus chère, on va y revenir après. Et donc on n'incite pas forcément cette expérimentation. Sur la troisième proposition, la fameuse grille d'analyse régionale. Je trouve ça particulièrement intéressant parce que ça permet d'évaluer le positionnement de chaque acteur dans cette synergie, savoir si jamais il est actif ou passif, d'ouvrir les yeux peut-être sur sa notation, sur la position qu'il occupe dans tout ça, et est-ce qu'il est apporteur de solutions, et passer finalement d'une posture d'évaluation à celle d'évolution avec les autres parties prenantes. Et enfin, sur la quatrième proposition, accélérer le déploiement de l'économie circulaire. Alors, je souscris totalement à ce qui a été soufflé tout à l'heure, qui fait partie des propositions, les déchets inertes.
Là, on a un vrai problème quand même. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on a des déchets sur nos territoires, enfin on a de la terre, pardon, sur nos territoires. Elle est considérée comme un déchet d'un point de vue de la réglementation, ce qui nous oblige à en commander une nouvelle qui vient d'ailleurs, d'un autre territoire, avec le bilan carbone que vous imaginez. Donc on soulève quand même là un gros sujet. C'est pas nouveau, mais il mérite d'être dit, sans compter les coûts que cela représente. Sur le réemploi de matériaux de construction, donc il y a le souci des assureurs derrière ça, et puis il y a le souci financier. Et ce qui pourrait être intéressant, effectivement, pour améliorer la compétitivité de ces matières premières, c'est d'avoir une fiscalité réduite sur ces produits recyclés qui permettrait finalement aux entreprises qui postulent au marché public des aménageurs avec ces matériaux d'être compétitifs vis-à-vis d'autres postulants. Et enfin, je suis particulièrement partisan d'ouvrir le débat sur la préférence locale dans les critères d'appel d'offres, parce que là, c'est un gros sujet tabou. Comment vous réagissez, Olivier Bogillot, à ce que vous venez d'entendre dans les illustrations ? Écoutez, ces illustrations correspondent exactement à ce que nous, on vit dans les territoires au quotidien lorsqu'on a des sites de production. Le fait d'avoir un écosystème local nous permet, et de bien le connaître, et je vous dis, d'abord ça dépend aussi des directeurs de sites, qui certains sont plus allants pour aller connecter avec leur territoire, d'autres le sont moins pour d'autres raisons. Et donc avoir une bonne connaissance du territoire, ça permet d'aller plus vite. Et dans le contexte actuel, sociétal, où il y a une forte demande et des salariés et nos propres clients, les patients de Sanofi attendent aussi à ce que l'entreprise soit totalement exemplaire là-dessus, y compris dans les territoires les plus fins. Donc quand vous avez une bonne connaissance de votre territoire, ça vous permet de faire des choses bien. Je vais prendre un autre exemple qui est lié à la crise du Covid. Vous savez, quand vous avez des usines dans les territoires, les pompiers viennent vous auditer régulièrement pour savoir si votre structure incendie. Eh bien, donc, quand vous connaissez votre acteur local, qui est le patron de la base des pompiers, qui lui va aller chercher des patients qui sont diagnostiqués Covid et qu'il n'a plus de gel hydroalcoolique, mais qu'il a une usine de chimie sur son territoire, on a produit du gel hydroalcoolique pour certaines compagnies de pompiers, notamment à Sisteron. Voilà une bonne utilisation et une bonne connaissance du territoire qui permet de faire des choses bien. Et par rapport à ce que nous faisons chez Oré depuis 1992, parce que donc chez Oré, nous travaillons sur 3 priorités, l'économie circulaire, la RSE et la biodiversité et l'économie, avec un réseau d'acteurs du territoire, puisque nos adhérents sont des entreprises et des collectivités locales. Donc depuis 1992, on a vraiment travaillé et produit de nombreux livrables autour de l'ancrage territorial avec des enseignements, 3 enseignements principaux. Le premier, c'est que les territoires doivent être vécus comme réellement un écosystème intelligent, créatif, productif, où de la synergie est possible, pas seulement entre entreprises, il faut sortir des ZAC, des zones industrielles, mais le territoire avec la ZAC, avec le logement, avec l'éducation, donc vraiment un écosystème intelligent, et c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale qui doit de plus en plus se développer. Autre enseignement, c'est que quelles que soient les démarches intelligentes lancées à un instant de raison, s'il n'y a pas un suivi et s'il n'y a pas une animation, eh bien, pour peu que la personne qui ait été à l'initiative de cette bonne idée, de cette démarche soit mutée, eh bien, il n'y a plus rien au bout de 3, 4, 5 ans. Donc il faut des outils de suivi, d'animation, et je vais en évoquer 2 dans un instant. C'est vraiment la clé de succès de toutes les démarches territoriales. Et ça, on insiste dans tous les travaux et toutes les benchmarks qu'on a pu faire chez Oré. À chaque fois, lorsqu'une initiative territoriale n'était pas pérenne, c'était parce qu'il manquait l'outil d'animation et de suivi. Autre enseignement, ça a été évoqué par la ministre tout à l'heure, c'est la nécessité de rapprocher le financier et l'extra-financier pour qu'au niveau des COMEX, il y ait la compréhension qu'il n'y a pas l'écologie d'un côté, c'est sympa, on va faire du vert, et puis il y a la finance qui est importante. Le rapprochement financier extra-financier est juste primordial. Aujourd'hui, nous avons les DPEF. Les DPEF, c'est bien, mais ça reste extra-financier, déclaration de performance extra-financière. Et c'est la raison pour laquelle, avec un groupe de travail constitué d'Oré et d'autres, dont Alexandre Rambaud, qui est à Paris-Dauphine, qui était vraiment à l'initiative, ainsi que le VVF et quelques autres,
on lance, et ce sera publié par Le Monde la semaine prochaine, une déclaration de performance intégrée. Donc c'est le fruit d'une grosse année de travaux pour dire comment on rapproche le financier, l'extra-financier. Et donc on pousse sur une DPI, déclaration de performance intégrée, pour que l'extra-financier remonte au COMEX et soit pris en considération de façon un peu plus forte qu'aujourd'hui. Et puis autre enseignement, c'est la nécessité d'être dans de l'intelligence collective. On ne peut pas raisonner chacun de son côté, chaque association dans son coin, chaque collectivité à son échelle. Et durant le Covid, on a eu la chance de travailler notamment avec Sylviane Villaudière, qui est dans la salle, qui est à la Société d'encouragement, pour travailler avec d'autres associations, Comité 21, C3D et beaucoup d'autres, j'en passe, pardon pour celles que j'oublie, à une plateforme d'intelligence collective, une plateforme de mutualisation de ce que les uns et les autres font de façon pertinente. Je vous invite tout simplement à aller sur le site relanceverte.fr et vous verrez de quoi il s'agit. Et juste pour terminer, des outils pour vous aider, je vous en donne 3. 1, la plateforme Ellipse, qui est une plateforme qui permet de se mesurer et de suivre les démarches d'écologie industrielle et territoriale. 2, un indicateur d'interdépendance des entreprises à leur territoire, IIET, c'est le fruit de 2 ans de réflexion multi-acteurs pour arriver et permettre aux entreprises de se mesurer. Est-ce que j'ai un ancrage territorial faible, moyen ou très fort? Et avec un livrable qui s'appelle « S'ancrer dans les territoires pour gagner en performance ». Et dans ce livrable, qui est en libre accès sur le site de Auré, il y a des éléments de langage pour les convaincus que vous êtes, convaincre d'autres qui ne le seraient pas, en disant voilà, si on sent que dans nos territoires, voilà tous les gains de productivité, de réputation, de marque employeur, etc. Donc vous avez toute une liste de gains qui font que l'ancrage territorial est profitable à l'entreprise et lui permet de gagner en performance. Et puis nous aurons lundi, aux Assises de l'économie circulaire, un rapport expert qui a été travaillé avec l'ADEME pour faire un retour sur toutes les démarches d'EIT et le lancement d'une cartographie. Donc là, pareil, vous avez une cartographie des 160 démarches EIT, écologie industrielle territoriale en France, pour servir de benchmark et inspirer d'autres qui ont envie de faire de l'ancrage territorial. Donc voilà, des outils libre accès, n'hésitez pas, allez-y, challengez-les, dites-nous ils ne sont pas bons, mais regardez-les et qu'on fasse de l'intelligence collective. C'est essentiel et c'est indispensable. D'accord, merci. L'intelligence collective inventée par les frères dominicains catholiques au XIIIe siècle. Donc vous voyez, ça fait un long train. Avant de conclure avec Olivier Boggio, Laurence Drac, justement, est-ce que vous voulez revenir sur ce problème vraiment très fort, qui est évidemment le développement de l'exclusion et surtout le fait que de plus en plus de gens de classe moyenne sont en précarité. Juste pour revenir sur la filière, le métier d'économie circulaire, oui, c'est un formidable levier d'insertion sociale. Mais il ne faut pas oublier aussi de la rendre désirable pour tous les élèves qui auraient envie d'avoir une jolie carrière dans cette économie circulaire qui peut permettre de se développer, de grandir. Et je pense qu'il faut avoir l'esprit très ouvert pour en donner un fort désir à nos élèves. Je passe cette petite parenthèse, mais il me semble que c'est important. Nous avons eu à faire face, tous, les associations de solidarité, les grandes fondations qui luttent contre la pauvreté comme nous, à un afflux massif et en même temps, comme tout le monde, au confinement, avec évidemment l'impossibilité d'aller frapper justement, comme je vous le disais tout à l'heure, au carreau de ceux et celles qui sont en situation de vulnérabilité. Pour nous, c'est un tremblement de terre. Il faut à la fois, et c'est l'appel au secours du monde que je représente, c'est comment est-ce qu'on va financer tout ça? C'est aussi simple que ça. Comment va-t-on faire demain pour trouver des programmes innovants? Parce qu'on ne va pas s'en sortir sans programmes innovants. Et pour trouver des programmes innovants, il faut de la matière grise. Et la matière grise, elle se paye. Normalement, nous travaillons sur des temps longs. Nous déployons des projets et les personnes que nous accompagnons ont besoin de temps.
On n'apprend pas en 5 minutes, on ne quitte pas une situation désespérée en 3 minutes, il faut du temps. Et les entreprises avec lesquelles nous travaillons, avec lesquelles nous créons des liens, ça prend du temps. Il faut co-construire. Cette temporalité qui est la nôtre, j'allais dire notre routine, elle est cognée, elle est aujourd'hui fracassée par cette crise qui demande une réponse ultra rapide. Comment fait-on? Je n'ai, moi, pas de solution, puisque nos seuls contributeurs à nous, ce sont les entreprises privées. La raréfaction, vous le savez, ce n'est pas nouveau. La raréfaction des fonds sur nos sujets n'est pas nouvelle. Et notre monde va certainement souffrir beaucoup. Mes ressentis sont contradictoires. Et en même temps, je voudrais dire que l'entreprise s'est illustrée pendant le Covid. Et c'est très important de le ressouligner. L'afflux, pour le coup, de solidarité des salariés, des entreprises qui se sont mis sur toutes ces dizaines de plateformes qui sont sorties de manière complètement désarticulée, avec des appels aux dons pour n'importe quoi, enfin, c'était pas très cohérent tout ça. Il y en a eu trop, ça a été mal fait, certes, mais la chose formidable, c'est que les gens ont eu envie d'agir. Et il n'y aura plus de retour en arrière. Les salariés de vos entreprises ont le souhait d'aider, de participer à des programmes pour aider les autres. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est la grande leçon du Covid. Ça, c'est très important. Voilà. Une minute. Donc, Monsieur Boggio, alors... Vous avez dit c'est extrêmement important ce que vient d'être dit par Laurent. C'est effectivement que la RSE s'inscrit dans un temps long et la crise va précipiter dans un temps court certaines situations qu'il faudra qu'on règle. Moi, très rapidement quand même, parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises ici qui ont participé à la COP21. La COP21, c'est quand même un grand mouvement international. Là, à l'occasion de cette COP21, les entreprises ont pris des engagements qui sont des engagements macro. Moi, à l'époque, je travaillais au siège monde de Sanofi et on avait participé à cette COP21. Maintenant que je suis à la France, je peux vous dire que les réponses concrètes pour pouvoir atteindre ces objectifs de la COP21, ils se feront dans les territoires. Et donc, c'est pour ça que je suis absolument ravi d'avoir participé à cette table ronde et au groupe de travail. Bravo pour votre concision. C'est merveilleux. Merci. Merci.